C'est la théorie des dominos. Exit l'armée française du Mali, du Burkina Faso et désormais du Niger, dernier pivot du dispositif anti-djihadiste français au Sahel. Deux questions se posent. Pourquoi la France est-elle jugée indésirable? La France est-elle devenue toxique pour ses alliés sur le continent africain? Avec nous pour en parler, Niagalé Bagayoko, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5. Vous êtes politologue, experte des questions de sécurité en Afrique. Pascal Blanchard est à vos côtés. Bienvenue à vous également. Bonsoir. Vous êtes historien, signalons l'ouvrage que vous avez co-dirigé, Histoire globale de la France coloniale. C'est aux éditions Philippe Ray et puis le rédacteur en chef service Afrique de TV5 Monde, Ousmane Diaye. Avant de vous donner la parole, on va commencer avec vous, Niagalé Bagayoko. L'ambassadeur de France au Niger, c'est la fin du feuilleton. Sylvain Ité est rentré à Paris. Son avion s'est posé il y a quelques heures. Son expulsion, on le rappelle pour celles et ceux qui nous regardent, a été ordonnée fin août, donc un mois après le coup d'État des militaires au Niger. La France avait d'abord dit, pas question. Le diplomate ne rentre pas à Paris parce que ça voudrait dire qu'on ne reconnaît plus le président Mohamed Bazoum qui a été renversé. Et dès que l'avion du diplomate s'est posé, Emmanuel Macron a réaffirmé, je cite, son soutien au retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Pourquoi ce message ? Alors, à mon avis, pour démontrer que la position de la France n'est pas affaiblie par cet épisode, alors qu'en réalité, on voit très bien qu'il y a eu une perte de temps considérable en s'acharnant à refuser le fait que l'agrément, tout simplement, avait été retiré à l'ambassadeur par les autorités de facto, certes, mais il avait été retiré. Cela a permis à une vox populi extrêmement bruyante de démontrer son hostilité à la France de manière de plus en plus visible. Et je pense que c'est un épisode qui coûte davantage à la France qu'elle ne lui fait gagner quelque chose. Très bien, puisque vous parliez de la réaction de l'opinion publique nigérienne, je vous propose d'écouter ces réactions. Il faut que les militaires français quittent immédiatement, puisque vraiment, on n'a pas besoin d'eux. On n'en a pas besoin d'eux. Il y avait des décennies, ils disent qu'ils nous aident, on n'a vu aucun changement, donc on ne veut pas de leur aide. On veut vraiment qu'ils quittent notre pays, qu'ils aillent chez eux, nous on va rester chez nous. Je parle même au nom de tout le peuple nigérien. On est très fiers du départ de l'armée française et son ambassadeur, parce qu'ils n'ont rien fourni ici au Niger. Ils n'ont rien fourni au Niger. Ils sont venus pour au moins éradiquer le terrorisme. Et le terrorisme n'est fait qu'améliorer. Pascal Blanchard, Emmanuel Macron s'est-il trompé dans sa politique au Sahel au point d'en arriver là? S'il était le seul à s'être trompé, ce serait facile à expliquer. C'est un enchaînement peut-être sur plusieurs décennies dont il est le dernier rouage temporel. Aujourd'hui, il récupère une politique. Il n'a pas sa politique. Il a essayé d'avoir une nouvelle politique, mais qui héritait aussi des politiques du passé, de vieilles pratiques, d'habitudes, de relations troubles et complexes, voire paradoxales. Il a tenté un tournant à Ouaga en 2017, et ce tournant n'a pas été concrétisé sur le territoire. Donc il prend une double peine, en fin de compte. Celle d'hériter de l'histoire de ceux qui l'ont précédé, et sur une longue histoire de président de la République depuis De Gaulle, et d'un système de la France-Afrique qui, quelque part, n'avait pas totalement été décolonisé, on l'a bien vu, et en même temps, c'est bien très macroniste, il hérite de ses propres erreurs stratégiques, d'avoir annoncé beaucoup, d'avoir annoncé un tournant, que beaucoup ont cru, et en fin de compte d'avoir échoué dans ce tournant parce qu'entre les mots et la pratique, il y a un décalage énorme. Et de ne pas avoir compris que l'opinion publique en Afrique pouvait réagir, allait réagir, avait changé, avait muté, avait des points de vue, jugeait l'efficacité d'une politique. Quand vous dites que vos forces militaires sont présentes sur un territoire, les gens, d'une manière, regardent l'effet produit d'avoir une présence militaire. Et dans la plupart des pays, ils disent ils n'ont pas réussi à éradiquer le terrorisme. D'avoir aussi des pratiques dites démocratiques et puis de continuer à soutenir des chefs d'État qui n'ont rien de processus démocratique. Et puis d'annoncer qu'il allait y avoir un tournant sur beaucoup de questions. Même Mohamed Bazoum? Emmanuel Bazoum, quelque part, élu. Oui, mais avec une ambiguïté avec l'opinion publique dont certains considéraient qu'il était encore le représentant de la France d'une vieille tradition. Que ce soit vrai ou faux, l'opinion publique est des fois très dure. Mais à un moment, elle ne fait pas dans un entre-deux. Et puis, il y a eu l'affaire au Tchad avec le soutien d'un chef d'État qui était peu légitime. Et puis, il y a des ambiguïtés sur les prises de position. Et puis, il y a quelque chose que les gens attendaient. Emmanuel Macron était perçu comme quelqu'un qui allait faire quand il est arrivé au pouvoir. Les gens attendaient de voir. Et il ne l'a pas fait. Et les mots étaient là. L'intention était là, l'énergie, je dirais, positive était là, avec quelques petites ambiguïtés après le discours de Ouaga de condescendance qui a pu être signalé par certains. Alors justement, parce que vous citez, ça fait 2 fois que vous citez novembre 2017 et le discours à l'amphithéâtre de l'université de Ouagadougou, Ousmane Diaye. Emmanuel Macron, vous dites qu'il avait promis, pas tant que ça, il s'était refusé, je le cite, à donner des leçons et à promettre une nouvelle page entre la France et l'Afrique. Ousmane, pourquoi a-t-il échoué? Comment la France a-t-elle pu en arriver là?
être éjecté Manu Militari du Mali, du Burkina Faso et du Niger, c'est quand même inédit. Est-ce qu'il n'y a pas un supplément, même si on voit que ça dure depuis des dizaines d'années, ce malaise que ça couvait, mais est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas eu des maladresses dans la manière? Je pense qu'il a bien eu plus que des maladresses. Je suis d'accord avec Pascal. Il y a le bilan de 60 ans d'erreurs, d'incohérences, etc. Après, dans le bilan historique global, il y a le bilan Macron. Un des grands aveux implicites de son échec, c'est quand il est réélu. Il rompt avec le discours de Ouaga, en faisant notre discours depuis l'Élysée, en disant « je change de politique ». On ne peut pas changer de politique sans faire l'inventaire de l'échec. Il y a des échecs qui n'ont jamais été nommés ni dits. Qu'est-ce qu'il dit qu'il va changer à ce moment-là? Il dit grosso modo « j'ai une nouvelle politique africaine ». Et d'ailleurs, même dans ça, parce que l'un des problèmes de la politique, c'est l'ambiguïté. Même dans la rupture, il est ambigu. Il est ambigu parce qu'à l'Élysée, il dit que j'ai une nouvelle politique africaine, etc. Et le discours de Libreville, il dit cette phrase qui est quand même incroyable. La France n'a plus de politique africaine. Il faut déjà savoir si la France a une ambition, une volonté de politique africaine ou elle ne l'a pas. Il faut aussi redéfinir les grands axes. Moi, je pense que l'un des échecs aussi, c'est sur les principes. Ce discours-là qui est de dire que le cœur, la légitimité, le sens de la présence militaire, c'est la lutte contre le terrorisme. Ce discours ne tient plus. Il ne tient plus parce qu'il n'y a pas de résultat. Il ne tient plus parce que la présence militaire française précède l'arrivée du terrorisme dans le Sahel. C'est fondamental. On ne peut pas faire porter tout le poids de la présence aujourd'hui sur la question de la lutte antiterroriste. D'autant plus que, vous prenez le cas du Niger exactement. Là aussi, on est victime de l'ambiguïté. C'est pas une force déployée au Niger, qu'on soit bien d'accord. C'est pas une force déployée pour faire face aux djihadistes. Non, c'est plus compliqué que ça. Non, c'est plus compliqué que ça, justement. C'est trop compliqué et ne pas clair. Parce que je pense que la responsabilité d'un État, une intervention, une présence militaire, c'est quelque chose de grave dans un pays. Elle doit être claire et reposer sur des bases claires. Mais qu'est-ce qui se passe au Niger? Comme dans tous les pays africains, il y a la présence post-coloniale héritée des accords de défense. Mais à cette présence-là, c'est ajouter une présence de fait, non voulue, non prévue. C'est quand les forces françaises de Barkhane ont été mis hors du Mali, ils se sont retrouvés au Niger sans vraiment savoir quelle était la mission, finalement, sans que ça soit débattu ni défini précisément. Donc on est toujours dans des zones d'ombre non définies et je crains que les troupes du Niger soient redéployées au Tchad et ainsi de suite. Alors vous me tendez la perche justement, puisque je parlais de théorie des dominos et qu'Ousmane Dia, il parle du Tchad. Alors rappelons qu'aujourd'hui, il y a encore 1500 hommes français à Djibouti, il y a la Côte d'Ivoire notamment, même si tout ne se vaut pas et comparaison n'est pas raison, mais au Tchad, effectivement, il y a déjà 1 million d'hommes présents. Emmanuel Macron avait assisté personnellement à l'intronisation de Mahamat Déby lorsqu'Idriss Déby était mort. C'est le prochain sur la liste ? Alors, il y a beaucoup à dire sur cette question du Tchad. Il y a en effet une situation politique qui est compliquée pour les autorités actuelles, à la fois parce qu'elles sont confrontées à des mouvements politico-militaires qui contestent leur légitimité, et également parce qu'elles sont aux prises avec une insurrection djihadiste du côté du lac Tchad. Mais il faut aussi rappeler que l'ambiguïté qui était soulignée par Ousmane vient du fait que la fameuse opération Barkhane a en réalité absorbé le dispositif de l'opération Épervier qui était stationné de manière temporaire depuis plusieurs décennies sur le territoire de ce pays et auquel la France reste très attachée au motif selon lequel il s'agit de la clé de la stabilité de la région. Les dirigeants tchadiens et notamment le père du président actuel a toujours âprement négocié sa contribution à la lutte antiterroriste française. Donc l'armée française est perçue comme une force d'occupation parce qu'elle est pérenne et qu'elle dure dans le temps, c'est ça? Ce qu'il faut, oui, bien sûr, la question des forces prépositionnées qui demeurent très visibles et dont les autorités françaises vantent tous les avantages, tranche avec celle des autres pays qui ont une présence militaire également, mais extrêmement discrète. Cette
façon d'affirmer de manière aussi péremptoire que la France est en Afrique pour défendre la stabilité, la démocratie, lutter contre le terrorisme, quand en effet on n'a pas véritablement de résultats, c'est quelque chose qui met en péril la crédibilité de la France. Il faut faire attention, la diplomatie se fait souvent dans l'intimité des chancelleries et parfois aussi certains déploiements militaires. On voit très bien le cas des Américains aujourd'hui sont beaucoup mieux acceptés lorsqu'ils se font discrets justement, plutôt que quand ils sont affichés. Pourquoi le Niger n'a pas exigé le départ des troupes américaines? C'est pas la même histoire. Le regard sur les Américains, le regard sur les Français n'est pas le même. Il n'y a pas la même histoire en Afrique. Quand vous interrogez les Nigériens sur leur rapport à la France, c'est pas le même rapport aux États-Unis. Donc par définition, la première perception est différente. Les Nigériens ont une culture générale, ils savent très bien que les Américains ont souvent été assez interventionnistes, ils ont envahi des pays, qu'ils ont provoqué des guerres. Ils sont conscientisés sur la question, ils savent très bien qu'avec les Américains, il peut y avoir un risque, mais que les Américains ont pu soit être des libérateurs, soit des zones d'occupation. Ils sont donc lucides. Les Français, c'est ambigu. On vient de le dire. C'est ambigu, ça fait 60 ans qu'il y a des accords militaires. Et pas pragmatique. C'est pas un problème de pragmatisme. C'est que s'il n'y avait que l'histoire militaire, ce serait facile à comprendre. Vous imaginez bien que dans cette histoire se superposent plein de choses. Dans le même temps, vous avez le débat sur l'histoire migratoire en France. Dans le même temps, vous avez une histoire mal assumée avec un passé colonial. Je ne sais plus qui disait l'autre jour, mais c'est fascinant. Tous les Nigériens savent vous placer l'État français et Paris sur une carte. Très peu de Français savent même où est le Niger dans le monde. C'est à seul coup cette histoire qui n'est pas partagée, cette histoire qui n'est pas assumée, les ambiguïtés de l'État français en Afrique, mais dans chacun des pays qui ont une histoire propre aussi dans son rapport à la France, vous avez une nouvelle génération, ce que dit Achille Mbembe, par exemple, qui est en train de faire sa deuxième décolonisation avec la France. Puisque la France ne l'a pas faite, et on l'attendait, elles le font. D'ailleurs, si vous regardez bien, les critiques qui portent sur la France ne portent pas sur les autres pays. Mais est-ce que ça veut dire que les autres pays sont immaculés et parfaits? Pas du tout. Mais sur beaucoup de questions qui déclenchent dans l'opinion publique une discussion le soir, quand vous parlez chaudement, on dit oui, mais les Allemands ont quand même fait ça. Oui, mais les Anglais ne sont pas intervenus en Afrique, sauf une intervention en 60 ans. Les Français ont perdu des dizaines de soldats depuis le début de l'intervention. Mais entre-temps, les Français qui nous regardent doivent se dire quel remerciement. Mais en même temps, les Français ont aussi l'histoire du Rwanda derrière eux. On voit bien que c'est pas aussi simple à comprendre. Tout ça vous fabrique un récit. Ousmane Diaye. Non, et puis, pour parler de la présence américaine comparée à la présence nigérienne, en fait, ce n'est pas les mêmes formes de présence. C'est-à-dire, il y a une continuité, qu'on le veuille ou non, dans la présence militaire française en Afrique. C'est-à-dire, il y a une continuité entre la présence militaire coloniale et la présence militaire post-indépendance. Il n'y a pas eu de rupture, en fait, dans la présence. C'est ça qui est problématique. Non seulement il n'y a pas eu rupture, il faut aussi se dire que dans tous ces pays du Sahel et tous ces pays africains, il y a une tradition d'ingérence politique. C'est-à-dire que la présence militaire a eu par le passé des formes d'ingérence politique. Mais quand je dis d'ingérence politique, c'est d'ingérence politique intérieure. Concrètement, on fait quoi? Parce que maintenant, même la CEDEAO, donc l'armée française part, et maintenant, les mêmes qui réclamaient le départ des forces armées disent que la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, sont des suppôts de la France. Donc en fait, on fait quoi? On installe les pouvoirs militaires il y a la rhétorique du discours et la réalité du terrain. Je pense qu'entre les radicaux qui disent ça, l'espace, et les autres, il y a quand même un fossé. C'est-à-dire il ne faut pas faire l'erreur de cliver le débat. Parce que dans les discours sur la présence militaire, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, ils disent pas, c'était pas une volonté de rupture tout de suite et immédiate. Ils disent, on veut diversifier les partenariats. Il faut jamais oublier. Ce qu'avait dit Emmanuel Macron au sommet de Pau, d'ailleurs, du G5 Sahel, il avait dit, il faut européaniser, entre guillemets, la question du Sahel, ce qu'il n'a pas fait. Non, mais africaniser devrait dire. Il devrait dire africaniser. Pour moi, déjà, c'est une erreur qu'on passe du mouvement. Quand on a voulu se desserrer de la présence française, on passe par une européanisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, où est la place des acteurs africains dans la stratégie de la lutte antiterroriste? Il faut dire, les premières victimes, c'est des Africains, quoi qu'on puisse dire. Donc je pense qu'un des échecs aussi, c'est cette façon de penser la lutte antiterroriste par la France, qui est de dire que la lutte antiterroriste est du domaine, enfin d'assumer ça. Moi, je pense qu'il convient quand même de repréciser une chose, c'est du ressort des États sahéliens. Mais d'accord, mais encore faudrait-il, pardonnez-moi, mais qu'il y ait des États dignes de ce nom, capables d'assurer. On le voit au Burkina Faso, ailleurs, il n'y a pas d'État, il n'y a pas une colonne vertébrale pour faire face à des groupes djihadistes de plus en plus puissants. Si je puis me permettre, il est important de dire que la stratégie française est affirmée très clairement dans tous les documents. Elle reposait sur 3 piliers. Le soutien direct aux armées nationales sahéliennes dans leur combat contre le terrorisme. D'autre part, la sahélisation, d'où la mise en place du G5 Sahel,
contre la CEDEAO en réalité. Et enfin, l'européanisation. Et on s'aperçoit que la politique française est perdante sur les 3 volets, notamment le volet européen. Pourquoi l'option soutenue par Emmanuel Macron de restauration non négociable du président Bazoum a échoué? C'est non seulement parce qu'il y a eu des désaccords ou des craintes au sein de la CEDEAO par rapport aux opinions publiques des États ouest-africains qui pensaient s'engager, mais aussi parce que tous les partenaires européens se sont totalement désolidarisés. C'est très important de dire que la politique africaine, son échec, a des implications sur la politique européenne de la France. Ça n'est absolument pas déconnecté. Et vraiment, pour terminer, quand on voit la position de l'Italie, elle est extrêmement intéressante. Vous mentionniez le volet migratoire. L'Italie, elle a une grande cohérence dans sa politique étrangère. C'est-à-dire qu'en effet, son objectif, c'est de préserver à tout prix son identité nationale en luttant contre les migrations, tout en coopérant pour cela avec les États de provenance des migrations. La France, son équation est beaucoup plus compliquée puisqu'elle prétend rayonner de manière universelle et donc ses choix migratoires se trouvent mis en incohérence. Elle veut être une terre d'accueil, elle veut faire rayonner visa suspendu, on le rappelle. Donc elle n'est pas du tout dans la même position qu'un pays comme l'Italie ou comme le Danemark. Alors, est-ce que la France devient toxique sur le continent africain pour ses partenaires? Je vais vous poser la question, je vous demanderai de faire court. Mais d'abord, il y a un acteur dont on n'a pas parlé, ce sont la hiérarchie militaire, notamment française. Le général Bruno Baratz a dit en mai dernier, le modèle que l'on veut promouvoir, 2 points, ne plus être visible sur le temps long. C'est en fait ce que vous nous dites depuis tout à l'heure. Mais c'est trop tard. C'est bien trop tard parce que les militaires français, il y a eu de très très bonnes analyses ces temps-ci, il faut savoir les dire, sont arrivés dans la zone sahélienne avec une vision qui existe depuis extrêmement longtemps dans l'armée française. Ouais. Nous, on connaît les Français. Et quand vous êtes militaire, et quand le temps change, et quand votre ennemi change, et quand un pays, c'est pas quelque chose d'immuable. Et quand la géopolitique mondiale change. Exactement. Et les Français sont arrivés avec, on va dire, peut-être les militaires français, avec une vision comme quoi, eux, ils seraient spécialistes de cette zone, parce que, en gros, tu l'as dit tout à l'heure, ils la connaissent depuis 130 ans. Et en fait, c'était une erreur majeure parce qu'ils n'ont pas compris que le contexte, l'environnement, le conflit, la zone, vous vous rendez compte, quand on le dit aux Français, il faut quand même l'expliquer, la zone dont on est en train de parler du Sahel, c'est plus grand que la Syrie et l'Irak réunis. Combien les Américains ont mis d'hommes? Nous, c'était 5000. 50 fois plus. Donc à un moment, il y avait une inadéquation entre la soi-disant ultra-connaissance du territoire, ça n'inclut rien de l'héroïsme de nos soldats, hein. Mais en fin de compte, ils n'étaient pas capables de remplir la mission qui était la leur, parce que le temps n'est plus le même, parce que nos forces n'étaient pas suffisantes, et parce que aussi par rapport à l'opinion, quand vous ne gardiez pas une guerre, et qu'en plus vous êtes omniprésent, et que vous symbolisez un néocolonialisme, et que vous soutenez dans certains pays des chefs d'État dont l'opinion publique ne veut plus les soutenir, vous devenez quoi en fin de compte? Uniquement ceux qui protègent les pouvoirs en place. Bon, les Allemands sont toujours au Mali, par exemple, Ousmane, là les Américains sont au Niger. Est-ce que la France, vous avez une minute Ousmane, c'est pas évident comme exercice, est-ce qu'elle devient toxique pour ses partenaires en Afrique? Alors, en tout cas, du point de vue de la présence militaire de la lutte entre les antiterroristes, les États africains ont décidé en grande partie de remettre en cause leur participation. Il y a une chose importante aussi qu'il faut dire qui, à mon avis, permet un des nœuds de l'échec, c'est-à-dire les opinions publiques internes, les États n'ont pas la même compréhension, la même approche du djihadisme. Un des tournants, à mon avis, de la cassure, c'est faut-il négocier avec les djihadistes ou pas? C'est-à-dire, il y a la France qui a imposé à des pays quand même une ligne rouge et que ces pays ont franchi la ligne rouge. Et donc, je pense qu'on ne peut pas intervenir dans ces espaces-là sans pour autant être en cohérence avec les politiques des pays dont on dit nous sommes les alliés. Merci beaucoup Ousmane Diaye, Pascal Blanchard, et merci à vous Niagalé Bagayoko d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir donné des clés de compréhension et de réflexion sur ces questions qui ne sont pas toujours évidentes pour nous autres. Merci à vous.